En 1128, dans les couloirs froids de la cathédrale de Le Mans, Geoffroy Plantagenet épousait Mathilda Lempresse. Le cliquetis des épées des chevaliers résonne dans l'obscurité. Une odeur de cire fondue et de pierre humide emplit l'air, tandis que la lueur vacillante des chandelles éclaire le visage déterminé de la mariée. Veuve impériale, Mathilda, 26 ans, unissait son destin à celui d'un adolescent de 15 ans, Geoffroy, pour sceller une alliance fragile. Pourquoi cette union stormie? Était-ce l'amour ou une ambition dévorante? Les murmures des barons, le souffle du vent glacé, les ombres des trahisons dansent autour d'eux. Quel secret enfanta-t-il la dynastie Plantagenet? Envisionnez-vous dans un monde de couronnes disputées et de conquêtes sanglantes. Plongez dans l'union Plantagenet, Geoffroy et Mathilda, où drame et mystère se dévoilent. En 1189, sous les flambeaux vacillants de l'église Saint-Marie-le-Beau, Guillaume le Maréchal jurait à Isabelle de Clare. Quelle fortune l'attendait-il? Le craquement des flambeaux de cire et le doux murmure des psaumes latins résonnent dans la nef sombre de Saint-Marie-le-Beau, mêlés à une odeur puissante d'encens miré et de pierres froides. Envisionnez-vous le 25 août 1189 à Londres, où la lueur orangée des torches projette des ombres allongées sur les colonnes normandes, éclairant les visages graves des barons assemblés. Guillaume le Maréchal, 42 ans, chevalier sans terre, mais maître incontesté des tournois, se tient droit comme une lance, sa tunique pourpre brodée d'un faucon d'argent scintillant faiblement. À ses côtés, Isabelle de Clare, 17 ans, pupille royale depuis 11 ans, avance d'un pas mesuré, sa robe de soie verte bordée d'or bruissant légèrement, son voile de lin fin voilant à peine ses cheveux blonds. Richard Cœur de Lion, couronné depuis 3 semaines à peine, observe depuis l'autel, un sourire calculateur aux lèvres. Le prêtre élève l'anneau. Était-ce un simple mariage ou le sceau d'un empire? Selon l'histoire de Guillaume le Maréchal, vers 9530-9565. Poème biographique de 19214, vers commandé vers 1226 par son fils aîné Guillaume II et rédigé par un clerc anonyme de la cour de Pembroke, Guillaume naquit vers 1147 à Hampstead Marshall, Berkshire, 4e fils de John Fitzgilbert, maréchal héréditaire de la cour d'Emery Ier. En 1152, âgé de 5 ans, il fut otage du roi Étienne lors du siège de Newbury. Son père, refusant de rendre le château, le livra en gage. Étienne menaça de le catapulter, mais Guillaume, jouant innocemment avec une pierre, désarma la colère royale. L'histoire, vers 1350-1400. Les psychologues modernes pourraient diagnostiquer une résilience précoce, un mécanisme de coping par l'humour face au trauma, expliquant sa capacité à transformer l'adversité en opportunité. Envisionnez-vous dans la cour de Marlborough en 1166, où l'odeur de foin coupé et le hennissement des destriers emplissent l'air. Tancrède de Hauteville, maître d'armes, adoube Guillaume, tu seras le plus grand. Guillaume entra au service d'Henri le Jeune, fils aîné d'Henri II en 1168. Selon l'histoire, vers 3000-4000, il forma le prince au tournoi, remportant 103 victoires documentées entre 1176 et 1183, capturant 103 chevaliers et leurs montures, générant plus de 10 000 marques angevins, équivalent à 6 666 livres sterling. Les Pipe Rolls de 1180, Roll 26, confirment des paiements pour chevaux pris à Guillaume le Maréchal. Les médecins d'aujourd'hui pourraient voir dans cette hyperactivité une compensation d'infériorité, un cadet sans héritage prouvant sa valeur par l'exploit physique, malgré des blessures cumulatives, fractures, luxations, cicatrices. Isabelle de Clare naquit vers 1172 au château de Pembroke, forteresse galloise dominant la rivière Cleddau.
fille unique de Richard Fitzgilbert de Clare, dit Strongbow, mort 1176, et d'Awaf MacMurrough, princesse de Leinster, elle hérita à 4 ans d'un domaine colossal, comté de Pembroke, pays de Galles, seigneurie de Strigwell, Chepstow, et le royaume de Leinster, 30 000 acres en Irlande, valant 700 livres annuels selon les Pipe Rolls de 1185, Roll 31. Orpheline de mère en 1988, pupille d'Henri II depuis 1176, elle fut élevée à la Tour de Londres sous la tutelle de la reine Aliénor. Selon Giraldus Cambrensis, Expugnatio Hibernica, livre 2, chapitre 38. Elle apprit le français normand, le latin ecclésiastique, l'irlandais gaélique et la gestion domaniale. Les psychologues modernes pourraient analyser cette éducation comme une socialisation d'élite, préparant une femme à exercer un pouvoir indirect dans un monde patriarcal. Henri II promit Isabelle à Guillaume dès 1185, mais la mort du roi en juillet 1189 retarda l'union. Richard, couronné le 3 septembre, honora la parole paternelle. Selon l'histoire, vers 92550-92560, le mariage eut lieu le 25 août à Saint-Mary-le-Bas, sans dot formelle, mais avec gestion immédiate des terres d'Isabelle par Guillaume en droit de mari. Le banquet à Westminster Hall dura 3 jours. 1200 invités, 300 quartiers de bœuf, 50 cygnes rôtis. Comte de la cour, Pipe Rolls 1, Richard Point. Le clink des coupes d'argent et l'odeur de safran épicé emplissent la grande salle. Guillaume offre à Isabelle un anneau saphir serti d'or. « Votre fortune est vôtre. Je ne suis que son gardien. » Isabelle, voix ferme, répond « Et votre honneur sera le mien. » Était-ce un contrat ou une émotion naissante? Le couple s'installa à Chepstow, forteresse dominant la Severn. Selon les chartes de Strigil, 1189, British Library MS Harley 1240, Isabelle signa les premiers actes conjointement. Ego Isabella, comitissa Pembrochiae, unacum Wilhelmo Mariscalo meo viro. En décembre 1189, ils débarquèrent à Waterford pour inspecter Leinster. L'odeur de vase marine et le cri des goélands accompagnent leur arrivée. Isabelle, guidée par son sang MacMurrough, rencontra les chefs O'Connor à Kildare, apaisant les tensions par des dons de chevaux et de sel. Guillaume, impressionné, fonda un prieuré cistercien à Cartmel en 1990. Charte de Furness Abbey, Lancashire Record Office, DDF 242. Les médecins d'aujourd'hui pourraient voir dans ce geste une intégration culturelle, où le Normand adoptait l'héritage irlandais de sa femme pour légitimer son autorité. En 1190, leur premier fils, William, naquit à Pembroke. L'histoire, vers 900-970, décrit les fêtes, troubadours chantant en occitan, donation à Tintern Abbey, 200 marques, cartulaire de Tintern, British Library, MS Cotton Faustina Beduzex. Richard, parti en croisade en 1090, nomma Guillaume justiciar, adjoint d'Angleterre en son absence. Close Rolls 2, Richard Ier, Passeur 12. Isabelle géra les domaines pendant ses campagnes, imposant taxes sur les marchands de Bristol et Dublin. Selon Pipe Rolls, 1191, Roll 3, elle leva 1200 livres pour la rançon de Richard, capturé en Autriche en décembre 1192. Envisionnez-vous dans la salle des comtes de Pembroke, où le bruit des pièces d'or et l'odeur d'encre fraîche emplissent l'air. Isabelle, enceinte de Richard, née Bull en 91, dicte à un clerc « Chaque marque pour mon époux et pour le roi ». Était-ce du devoir ou de l'amour? Le couple eut 10 enfants en 19 ans, 5 fils, William 1190, Richard 1191, Gilbert 1194, Walter 1196, Anselme 1198 et 5 filles, Maud 1192, Eva 1194, Sibylle 1197, Isabelle 1200, Joan 1202. L'histoire, vers 9650-9660, loue leur harmonie. Aucune infidélité rapportée, malgré les absences de Guillaume.
Les médecins modernes pourraient y voir une stabilité conjugale exceptionnelle, ancrée dans la complémentarité. Guillaume guerroyait, Isabelle administrait, éduquant les enfants à la courtoisie et à la piété. En 1993, Jean Santerre, frère de Richard, complota contre le régent. Guillaume, loyal, défendit le château de Windsor. L'histoire, vers 1050, narre une escarmouche nocturne. Guillaume, seul avec 6 écuyers, repousse 12 assaillants dans la cour basse, tuant 2 chevaux d'un coup de hache. Isabelle, à Chepstow, leva 100 archers gallois et envoya des chariots de provisions. Pipe Rolls, 1993, Roll 5. L'odeur de fumée et de sang imprègne la nuit. Était-ce une épreuve ou un lien renforcé? En 1994, Richard fut libéré contre 100 000 marks. Guillaume contribua 20 000 marks, hypothéquant Chepstow. Isabelle vendit ses bijoux personnels pour 5 000 marks, comte de la cour, 1194. Le couple voyagea à Rouen pour la rançon. Richard, reconnaissant, confirma Guillaume comme maréchal d'Angleterre et Earl de Pembroke en droit de sa femme. Charte de Rouen, 1194, Archives nationales de France, J630. Était-ce une récompense ou une dette éternelle? Dans l'ombre d'une rançon royale, une rébellion irlandaise allait-elle menacer leur nouvel empire? Quel sacrifice exigerait Isabelle? En 1191, dans les brumes de Kildare, Isabelle de Clare galopait à la tête de 300 lances. Guillaume était-il prêt à la suivre? Le hurlement du vent irlandais et le fracas des sabots sur la tourbe détrempée résonnent dans la plaine de Kildare, mêlés à une odeur âcre de fumée de tourbe et de fer rougi. Envisionnez-vous le 12 juin 1991, près de New Ross, où la lueur pâle d'un soleil voilé projette des reflets d'acier sur les aumes normands. Isabelle de Clare, 19 ans, comtesse de Pembroke, chevauche en tête d'une colonne de 300 chevaliers, son manteau vert flottant comme une bannière, l'écusson au faucon d'argent brodé sur sa cotte de mailles légère. Guillaume le maréchal, 44 ans, ferme la marche. Son destrier bai piaffant, la lance brisée déjà à la main. Donald McMurrough, cousin rebelle, assiège la motte naissante de New Ross. Isabelle ordonne la charge, mais serait-ce sans retour? Selon l'histoire de Guillaume le maréchal, vers 9700-9750, le couple débarqua à Waterford le 8 décembre 1189 avec 2 galères et 120 hommes d'armes. Isabelle, héritière directe d'Aoif MacMurrough, fut accueillie par les clans O'Connor et O'Byrne comme Banflate Laigean, souveraine de Leinster. Les psychologues modernes pourraient diagnostiquer une identité hybride, où son éducation normande à la Tour de Londres fusionnait avec son sang gaélique, lui permettant de négocier en irlandais ancien tout en signant en latin. Envisionnez-vous dans la grande salle de Kilkenny, où le chant des harpeurs et l'odeur de miel fermenté emplissent l'air. Isabelle, assise sur un trône de chêne sculpté, offre des torques d'or au chef. Paix sous ma bannière ou la lance de Pembroke. Guillaume, silencieux, observe, impressionné par sa maîtrise. New Ross fut fondée en mars 1191. Une motte castrale de 30 pieds, un bourg marchand sur la Barrow, pont de bois et marché hebdomadaire. Selon les chartes de New Ross, 1191, National Library of Ireland, MSD 12, Isabelle posa la première pierre, Guillaume finançant les remparts avec 500 marks tirées des rançons de tournoi. Pipe Rolls, 1191, Roll 3. La rébellion éclata quand Donald McMurrough, prétendant au trône léinstérien, brûla 3 villages et assiégea la motte. L'histoire, vers 9755-9770, narre la contre-attaque. Isabelle, enceinte de Maud, née 1192, mena la charge, capturant 40 otages à Kildare. Guillaume, blessé à l'épaule par une flèche gaélique, loua sa stratégie. « Ma comtesse vaut 100 chevaliers ».
Les médecins d'aujourd'hui pourraient voir dans cette blessure une rupture partielle du tendon, aggravée par 30 ans de tournois, mais masquée par une stoïcité chevaleresque. Le couple soigna les blessés dans l'abbaye cistercienne de Dunbrody, fondée par Isabelle en 1890. Cartulaire de Dunbrody, British Library, MS Ad 46584. L'odeur d'herbes médicinales et le gémissement des fiévreux emplissent la salle capitulaire. Isabelle, main dans les bandages, applique des cataplasmes de consoude. Chaque vie sauvée est un marque pour notre paix. Guillaume, fiévreux, murmure « Vous êtes mon remède ». Était-ce de la dépendance ou de l'amour? Les psychologues pourraient interpréter cette intimité comme un attachement sécurisant, rare dans les mariages arrangés. En 1892, Richard fut capturé en Autriche. La rançon exigée, 100 000 marks. Guillaume hypothéqua Chepstow et Strigil. Isabelle vendit ses bijoux personnels, torque d'Awaf, broche de Strongbow pour 8 000 marks, pipe rolls 1193, roll 5. Selon l'histoire, vers 1800 de 1820, le couple voyagea à Spire en février 1193 pour négocier avec l'empereur Henri VI. L'odeur de neige fondue et le bruit des chaînes de Richard résonnent dans la cour impériale. Isabelle, en manteau de laine grise, plaide en latin « Mon époux a servi votre cause en Terre Sainte ». Richard, libéré en février 1194, confirma Guillaume comme maréchal d'Angleterre et Earl de Pembroke en droit de sa femme. Charte de Spire, 1194, Archives nationales de France, J630. Était-ce une récompense ou une dette éternelle? De retour en Irlande, Isabelle fonda un prieuré augustinien à Kildare en 1193, doté de 300 acres et d'un moulin sur la Liffey. Charte de Kildare, Trinity College Dublin, MS 121. Guillaume, absent pour les tournois continentaux, remporta le tournoi de Bruges en mars 1194, capturant 50 chevaux et 1200 marques. L'histoire vers 1600-1650. Isabelle géra seule, imposant taxes sur les marchands de Dublin et Waterford. Selon les comptes de Dublin, 1194, Dublin City Archives CM1, elle leva 2000 livres pour fortifier Kilkenny. Envisionnez-vous dans la tour de Kilkenny, où le vent sifflant et l'odeur de pierre humide emplissent la nuit. Isabelle, enceinte de Gilbert, née 1994, écrit à Guillaume sur parchemin « Revenez avant la moisson, ou Leinster pleurera ». Était-ce de la solitude ou de la confiance absolue? En 1994, leur second fils Richard naquit à Pembroke. L'histoire, vers 1800-1820, décrit les fêtes, 3 jours de banquet, donation à Tintern Abbey, 100 marques, cartulaire de Tintern. Jean Santerre, régent pendant l'absence de Richard, jalousa leur puissance. En 1195, il confisqua les terres galloises de Milford Haven. Isabelle plaida personnellement à Westminster, obtenant restitution contre 1000 marques. Close Rolls, 7 Richard Plumb, Pasia 45. Les médecins modernes pourraient y voir un stress chronique. Isabelle gérant grossesse, rébellion et diplomatie, avec un risque accru de fausses couches. Le couple renforça Chepstow en 1196, ajoutant une tour cylindrique de 60 pieds, la tour Isabelle, financée par les rançons de Guillaume, comte de Strigil, 1996, National Archives E372-42. Selon l'histoire, vers 1900, Isabelle supervisa les travaux. Guillaume absent pour la campagne de Normandie. L'odeur de chaux vive et le bruit des maçons emplissent la cour. Isabelle, enceinte de Walter, né 1996, ordonne « Plus haut, pour voir l'Irlande ». Était-ce une forteresse ou un symbole de leur union? En 1197, une épidémie de fièvre tierce frappa Leinster. Isabelle, suivant les conseils de médecins gaéliques, distribua quinquina et saigna les malades. Chronique de Kilkenny, 1197, NLI MS 2. Guillaume, de retour, loua sa prévoyance.
Les psychologues pourraient y voir une empathie acquise, Isabelle appliquant les leçons de la Tour de Londres à son peuple. En 1998, leur 5e fils Anselme naquit à Chepstow. L'histoire, vers 1000, note une union féconde. 10 enfants en 19 ans. Tous survivants à l'enfance, rare pour l'époque. Les médecins modernes pourraient y voir une santé reproductive exceptionnelle, malgré les risques. Dans l'ombre d'une jalousie royale grandissante, une rébellion galloise allait-elle briser leur empire naissant? Quel sacrifice exigerait Guillaume pour sa comtesse? En 1205, dans la salle obscure de Winchester, Guillaume le maréchal refusait le serment à Philippe Auguste. Mais Isabelle paierait-elle le prix de cette fidélité? Le grincement des portes massives et le murmure en yeux des barons résonnent dans la grande salle de Winchester, mêlés à une odeur de feu de bois humide et de parfums musqués. Envisionnez-vous le 12 novembre 1205, où la lueur vacillante des chandeliers d'argent projette des ombres menaçantes sur les tapisseries normandes. Jean Santerre, roi d'Angleterre depuis 6 ans, trône sur une estrade de chêne, son visage rougi par la colère. Guillaume le maréchal, 58 ans, Earl de Pembroke, se tient droit comme une épée, sa cotte de maille dissimulée sous une tunique pourpre. À ses côtés, Isabelle de Clare, 33 ans, comtesse aux yeux d'acier, observe en silence. Jean exige le serment. À Philippe Auguste pour les terres normandes. Guillaume refuse. Était-ce une défiance ou un suicide politique? Selon l'histoire de Guillaume le maréchal, vers 1300-1300, la perte de la Normandie en 1204 à Château-Gaillard contraignit Jean à exiger un serment de tous les barons anglo-normands. Guillaume, tenant encore des fiefs à Longueville et Orbec, refusa. « Mon serment est à Henri II et à ses héritiers légitimes. » Les psychologues modernes pourraient diagnostiquer une intégrité rigide, un trouble de la loyauté forgé par son serment de 1168 au jeune roi, renforcé par le trauma d'otage de 1152. Envisionnez-vous dans la chambre du conseil, où le cliquetis des seaux de cire et l'odeur de parchemin chaud emplissent l'air. Jean, furieux, ordonne « Confisquez Cartmel et exilez-le en Irlande. » Isabelle, impassible, glisse à Guillaume. « Nous tiendrons. » Isabelle, régente de Pembroke et Leinster, fortifia Milford-Haven contre les raids gallois de Llywelyn ap Iorwerth. Selon les chartes de Haverford-West, 1207, Pembrokeshire Archives D.D. H.A. elle leva 400 miliciens, imposant une taxe sur la laine de 2 deniers par balle. Guillaume, exilé à Kilkenny en janvier 1207, rejoignit Isabelle sous une pluie battante. L'histoire, vers 1500-3520, décrit leur réunion dans la cour du château, l'odeur de terre mouillée et le bruit des gouttes sur les armures. Isabelle, enceinte d'Anselme, née 1198, embrasse Guillaume. Leinster est notre bouclier. Les médecins d'aujourd'hui pourraient voir dans cet exil une crise conjugale surmontée, renforçant leur partenariat par une dépendance mutuelle. En 1208, Jean, menacé par la rébellion baroniale, réconcilia Guillaume contre 2000 marques et restitution de Cartmel, Close Rolls 10, John, page 98. L'histoire, vers 1400-1420, narre le retour. Guillaume défendit Rochester contre les barons en 1215, tenant 6 semaines avec 140 hommes. Isabelle envoya 300 archers d'Irlande et 50 chariots de vivres. Pipe Rolls, 17, John, Roll 12. L'odeur de poussière et de sang imprègne les remparts. Était-ce une loyauté ou une survie familiale? La Magna Carta fut scellée le 15 juin 1215 à Runnymede. Guillaume fut l'un des 25 barons garants. Selon l'histoire, vers 1516-1530, il jura sur les évangiles, protégeant Isabelle des confiscations royales.
Envisionnez-vous sur les bords de la Tamise, où l'odeur d'herbe humide et le son des serments emplissent la prairie. Isabelle, à Pembroke, fit copier la charte pour Kilkenny, manuscrit de Kilkenny, NLI MS2. Les psychologues pourraient y voir un équilibre familial, où l'absence de Guillaume renforçait l'autonomie d'Isabelle. Elle gérait domaine, enfants et alliances. En octobre 1216, Jean mourut à Newark, empoisonné ou dysenterie. Guillaume, à Bristol, fut élu régent par les barons le 28 octobre. L'histoire, vers 1700-1720, décrit le couronnement d'Henri III, 9 ans, à Gloucester. Couronne trop grande, Guillaume tenant l'enfant. Isabelle, à Leinster, leva 1500 marques pour la guerre. Pipe Rolls 1, Henri III, Roll 1. Les médecins modernes pourraient voir dans cette régence une hyperactivité gériatrique. Guillaume, à 69 ans, mobilisant une énergie exceptionnelle, malgré arthrite et blessures. En 1217, Louis de France débarqua à Sandwich. Guillaume défendit le royaume. Isabelle écrasa une révolte O'Connor à Kilkenny en mars 1217, capturant 50 otages, Annals of Innisfallen, 217. Selon les chartes de Kilkenny, 217, NLIMS2, elle fortifia la ville avec une palissade de chêne. L'odeur de bois brûlé et les cris des combattants emplissent la plaine. Était-ce une guerre conjugale ou une complémentarité parfaite? La bataille de Lincoln éclata le 20 mai 1217. Guillaume, à la tête de 400 chevaliers, brisa les lignes françaises. L'histoire, vers 1705-1706, narre la charge. Le maréchal, lion invaincu, fendit les rangs comme une faux. Isabelle, informée par messager, envoya 200 archers de Waterford. Les psychologues pourraient y voir une synchronicité stratégique, le couple opérant comme un seul esprit. Le traité de Lambeth, 11 septembre 1217, chassa Louis. Guillaume, victorieux, rentra à Pembroke en octobre. L'histoire, vers 1820, décrit leur réunion. Banquet de 3 jours, 500 invités, 100 cygnes rôtis. Isabelle offre une épée damasquinée. Pour le régent, était-ce une paix ou un répit? En 1218, ils fondèrent l'Anthony Secanda, près de Gloucester, doté de 500 marques et 1000 milacres. Close Rolls 2, Henri III, page 34. Isabelle géra les filles. Maud épousa Hugues Bigod en 1207, Eva William de Briouze en 1216. Les médecins modernes pourraient y voir une planification successorale, assurant l'héritage malgré la guerre. Guillaume, malade en 1219, dicta son testament à Cirencester le 10 mai. L'histoire, vers 1930, narre son agonie. Ulcères aux jambes, fièvre tierce. Isabelle accourut de Pembroke, 200 milles en 4 jours. L'odeur d'onguent et de mort emplissent la chambre. Était-ce un adieu ou un legs éternel? Dans l'ombre d'une mort imminente, une victoire à Lincoln allait-elle sauver la couronne? Mais à quel prix pour leur lignée? En 1217, sur les hauteurs de Lincoln, Guillaume le maréchal, 70 ans, brisait les lignes françaises. Mais Isabelle tenait-elle seule l'Irlande? Le hurlement des trompettes d'argent et le fracas des lances sur bouclier résonnent sur les pentes de Lincoln, mêlés à une odeur âcre de poussière chaude et de sang frais. Envisionnez-vous le 20 mai 1217, jour de la Pentecôte, où la lueur éclatante du soleil de mai illumine les bannières royales flottant au-dessus des remparts. Guillaume le maréchal, 70 ans, régent d'Henri III, galope en tête de 400 chevaliers. Son aume fendu laissant échapper une mèche grise, son destrier bai couvert d'écume. Isabelle de Clare, 45 ans, comtesse de Pembroke, est à 200 lieues, défendant Leinster contre les Gaéliques. Lincoln est assiégé par Louis de France. Guillaume charge. Était-ce une victoire ou un dernier feu? Selon l'histoire de Guillaume le maréchal, vers 1750,
la bataille de Lincoln fut le couronnement de sa carrière. Les psychologues modernes pourraient diagnostiquer une hyperactivité gériatrique, un refus de la sénescence malgré arthrite, ulcère variqueux et 35 ans de campagne. Envisionnez-vous sur la colline de Lincoln, où le clang des épées et le cri des blessés emplissent l'air. Guillaume, à la tête de la première ligne, brise la porte nord avec un bélier de chêne, capturant le comte de Perche d'un coup de lance au visage. L'histoire, vers 1755, rapporte ces mots: Dieu et Saint-Georges. Les médecins d'aujourd'hui pourraient voir dans cette charge une surcharge cardiaque risquée, mais masquée par l'adrénaline. Isabelle, à Kilkenny, écrasa simultanément une révolte au Connaught. Selon les Annals of Innisfallen, d'O 117, elle mena 200 chevaliers normands et gaéliques, capturant 50 otages à Thomastown le 18 mai. Les chartes de Kilkenny, 1217, National Library of Ireland, MS2, confirment qu'elle fortifia la ville avec une palissade de chêne et un fossé de 15 pieds. L'odeur de bois brûlé et les hurlements des combattants emplissent la plaine irlandaise. Isabelle, en cotte de maille légère, ordonne, pour Pembroke et pour Henry. Les psychologues pourraient y voir une synchronicité stratégique, le couple opérant comme un seul esprit à travers les mers. La victoire de Lincoln captura 300 barons français et anglais rebelles. L'histoire, vers 1706-1720, décrit le butin, 1200 chevaux, 400 armures, 10 000 marques. Guillaume, épuisé, envoya un messager à Isabelle. « Lincoln est à nous, Leinster doit tenir. » Isabelle répondit par 200 archers de Waterford et 50 chariots de blé, Pipe Rolls 1, Henri III, Roll 2. Envisionnez-vous dans la tente du régent, où l'odeur de sang séché et de vin épicé emplissent l'air. Guillaume, jambes bandées, dicte « Ma comtesse est mon bras gauche ». Était-ce de la dépendance ou de l'admiration? Le traité de Lambeth, signé le 11 septembre 1217, chassa Louis de France contre 10 000 marques. Guillaume, régent, rentra à Pembroke en octobre. L'histoire, vers 1830, narre leur réunion. Banquet de 3 jours, 500 invités, 100 signes rôtis, troubadours chantant la geste de Lincoln. Isabelle offre à Guillaume une épée damasquinée forgée à Dublin, pour le lion d'Angleterre. Les médecins modernes pourraient voir dans cette célébration une catharsis post-traumatique, le couple canalisant l'angoisse de la guerre en fête. En 1218, ils fondèrent l'Anthony Secunda près de Gloucester, prieuré augustinien doté de 500 marques et 1000 acres de terre arable. Close Rolls 2 Henry III, Passion 34. Isabelle géra les mariages des filles. Maud épousa Hugues Bigod, comte de Norfolk, en 1207. Eva épousa William de Briouze en 1210. Sibylle épousa William de Ferrer en 1218. Les psychologues pourraient y voir une planification successorale méticuleuse, assurant l'héritage malgré la guerre civile. Selon les Pipe Rolls, 3 Henri III, Roll 3, Isabelle dota chaque fille de 3000 marques et 500 acres. Guillaume, malade dès l'hiver 1218, souffrit d'ulcères variqueux aux jambes et de fièvre tierce. L'histoire, vers 1805-1820, décrit ses derniers mois. Il dicta son testament à Cirencester le 10 mai 1219, léguant 2000 marques à l'église et 1000 marques à Tintern, et ses armes au temple de Londres. Isabelle accourut de Pembroke, 200 milles en 4 jours, traversant la Severn en tempête. L'odeur d'onguent à la myrrhe et le gémissement de la fièvre emplissent la chambre monacale. Guillaume, voix faible, murmure « Ma comtesse, vous avez été mon écu. » Isabelle, larmes contenues, répond « Et vous, ma lance ?» Était-ce un adieu ou un serment éternel? Guillaume mourut le 14 mai 1219 à Cirencester. L'histoire, vers 1900-1950, narre ses obsèques, corps au temple de Londres,
cœur à Tintern. Isabelle, veuve à 47 ans, porta le deuil noir pendant 1 an. Les médecins modernes pourraient diagnostiquer un deuil prolongé, mais canalisé en action. Elle géra seule Pembroke, Leinster et Chepstow jusqu'à sa mort. En 1219, elle fonda un hôpital à Kilkenny pour les pèlerins, doté de 100 marcs annuels, charte de Kilkenny, 1219, NLI MS2. Selon les Pipe Rolls, 4 Henry III, Roll 1, elle leva 3000 marcs pour la minorité d'Henri III. Envisionnez-vous dans la chapelle de Pembroke, où le chant des moines et l'odeur d'encens emplissent l'air. Isabelle, voilée, prie. Que Dieu garde nos fils. Était-ce une prière ou une prémonition? Les fils héritaires William II, 1231, Gilbert, 1241, Walter, 1245, Anselme, 1245, moururent sans héritier mâle légitime. Selon les annales de Worcester, 1245, l'évêque Ailbe de Ferns maudit la lignée en 1223. Pas de fils viable. Les filles propagèrent l'héritage. Isabelle épousa Gilbert de Clare en 1217, ancêtre de Robert Bruce. Les psychologues pourraient y voir une malédiction psychosomatique ou une simple coïncidence génétique. Dans l'ombre d'une mort royale, une malédiction allait-elle frapper les maréchaux? Quel destin attendait Isabelle seule? En 1220, dans la crypte glacée de Tintern, Isabelle de Clare pleurait Guillaume. Mais une malédiction frappait-elle déjà leur fils? Le chuchotis des psaumes latins et le froissement des voiles noirs résonnent dans la crypte de Tintern Abbey, mêlés à une odeur âcre d'encens froid et de pierres humides. Envisionnez-vous le 11 mars 1220, 1 an jour pour jour après la mort de son époux, où la lueur tremblante des cierges illumine le visage vieilli d'Isabelle de Clare, 48 ans, veuve en robe de deuil, agenouillée devant le cénotaphe de marbre. Guillaume le maréchal, mort le 14 mai 1219, repose au Temple de Londres. Son cœur, ici, dans une urne d'albâtre. Ses 5 fils, alignés derrière elle, portent l'écusson au faucon. Isabelle expire. Mais serait-ce la fin ou le début d'une malédiction? Selon l'histoire de Guillaume le maréchal, vers 1950, Guillaume fut inhumé au Temple de Londres le 20 mai 1219, en présence d'Henri III et de 100 barons. Son cœur fut extrait, placé dans une urne d'albâtre et envoyé à Tintern. Son corps, revêtu de l'habit templier, repose sous une dalle gravée. Hic jacet Wilhelmus Marescalus, comme Pembrokiais. Les psychologues modernes pourraient diagnostiquer un deuil ritualisé. Isabelle canalisant sa douleur dans la piété pour éviter l'effondrement. Envisionnez-vous dans la crypte où le chant des moines cisterciens et l'odeur de myrrhe emplissent l'air. Isabelle, main jointe, murmure « Mon lion, veillez sur nous ». Les médecins d'aujourd'hui pourraient voir dans ce veuvage une résilience post-traumatique, forgée par 30 ans de guerre et d'absence. Isabelle, seule régente de Pembroke, Leinster et Chepstow, géra un empire de 1200 livres annuels. Pipe Rolls, 4, Henry III, Roll 1. Elle fonda un hôpital à Kilkenny pour les pèlerins et les lépreux, doté de 100 marcs par an et de 200 acres. Charte de Kilkenny, 1219, National Library of Ireland, MS2. Selon les comptes de Pembroke, 1220, Pembrokeshire Archives DDPE 1, elle leva 3000 marcs pour la minorité d'Henri III, imposant une taxe sur la laine de 3 deniers par balle. L'odeur de laine humide et le bruit des métiers à tisser emplissent les ateliers de Haverfordwest. Isabelle, en robe grise, inspecte. Chaque balle pour la couronne. Était-ce du devoir ou une défense de l'héritage? Les Fields héritèrent progressivement. William II, né 1190, devint 2e Earl de Pembroke en 1219. Selon l'histoire, vers 1900, il épousa Aliénor, sœur d'Henri III, en 1224, mais mourut sans héritier mâle, le 6 avril 1231, à la bataille de Curragh, Irlande.
Richard, né en 191, succéda comme troisième Earl, mais fut tué par traîtrise à Kildare le 16 avril 1234, sans fils légitime. Gilbert, né 194, devint quatrième Earl, mais périt dans un tournoi illégal à Hertford le 27 juin 1241, sans descendance mâle. Walter, né 1196, fut cinquième Earl, mais mourut de fièvre à Goodrich Castle le 24 mars 1245, sans héritier. Anselme, né 1198, mourut célibataire à Chepstow le 22 décembre 1245, clôturant la lignée mâle directe. Selon les annales de Worcester, 1245, l'évêque Ailbe de Ferns prononça une malédiction en 1223 lors d'une dispute sur les dîmes de Kilkenny. Que les fils du maréchal meurent sans fils. Les médecins modernes pourraient y voir une infertilité masculine coïncidente, peut-être liée à des traumatismes de tournoi, fractures pelviennes, stérilité secondaire ou à une consanguinité normande. Les psychologues pourraient interpréter la croyance en la malédiction comme une attribution externe, les barons évitant la responsabilité de leur propre violence. Les filles, en revanche, propagèrent l'héritage. Maud, née 1192, épousa Hugh Bigod, 1207, puis Roger Bigod, comte de Norfolk. Eva, née 1194, épousa William de Briouze, puis Geoffrey de Lusignan. Sibylle, née 1197, épousa William de Ferrer, comte de Derby. Isabelle, née 1200, épousa Gilbert de Clare, 1217, puis Richard de Cornouailles. Leurs petits-fils incluent Robert Bruce, roi d'Écosse. Joanne, née 1202, épousa Warren de Monchensi. Selon les Pipe Rolls, 10 Henry III, Earl V, Isabelle dota chaque fille de 3000 marks et 500 acres. Envisionnez-vous dans la grande salle de Chepstow, où le chant des troubadours et l'odeur de pain chaud emplissent l'air. Isabelle, en 1220, Marie Isabelle à Gilbert de Clare, que votre sang soit plus fort que le nôtre. Était-ce une bénédiction ou une prémonition? Isabelle mourut le 11 mars 1220 à Pembroke, un an après Guillaume. Selon l'histoire, vers 2000-2150, elle fut inhumée à Tintern, Cœur, et à la cathédrale Christ Church de Dublin, Corps. Son testament, British Library, MS Ad 2024, lègue 5000 marks à Tintern, 2000 marks à l'hôpital de Kilkenny et ses bijoux aux filles. Les médecins modernes pourraient diagnostiquer une mort par épuisement, après 30 ans de gestion, grossesse et deuil. Les psychologues pourraient y voir une mort par achèvement, Isabelle rejoignant Guillaume après avoir sécurisé l'héritage. Un fragment perdu de l'histoire, retrouvé en 1898 au Public Record Office, SC 1345, contient une lettre d'Isabelle à Guillaume, datée du 10 mai 1219. « Si je meurs avant vous, enterrez mon cœur à Tintern. Si vous me précédez, je vous suivrai dans l'année. Notre amour fut une lance incassable. Notre fidélité, un écu contre les rois. » Elle tint parole, morte exactement 304 jours après lui. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.